Normalien, agrégé de philosophie et longtemps maître de conférences à la Sorbonne, il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Le bonheur désespérément, Petit traité des grandes vertus, L'esprit de l'athéisme ou encore Une vie humaine. Réputé pour sa clarté et sa pédagogie, ce philosophe, qualifié de matérialiste, rationaliste et humaniste, a remis la recherche de la sagesse au goût du jour. Athée fidèle comme il se désigne lui-même, il se reconnaît dans les valeurs judéo-chrétiennes, mais pense que l'homme peut se passer de religion grâce notamment à la philosophie. À quoi sert la philosophie et qu'est-ce que philosopher ? Ça sert à vivre, évidemment, et si possible à vivre mieux, c'est-à-dire plus heureux. Alors qu'est-ce que c'est que philosopher? Pour aller au plus court, j'ai l'habitude de dire philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Autrement dit, c'est un travail intellectuel, c'est penser, c'est un effort intellectuel, mais qui s'applique à la vie humaine elle-même. Alors, je cite souvent la définition que donnait Épicure. Épicure disait: la philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse. Voilà. Autrement dit, à quoi ça sert de philosopher? Épicure vous dit, ça sert à être heureux. Et je pense qu'il a raison. Alors, pour dire la chose dans mes mots à moi, je propose une autre définition, mais qui revient quant au fond au même. Moi, je dis la philosophie est une pratique discursive, ça se fait avec des discours, des raisonnements. La philosophie est une pratique discursive qui a la vie pour objet, la raison pour moyen et le bonheur pour but. Et je crois que là, on a l'essentiel. Il s'agit de réfléchir, mais pas sur n'importe quoi, de réfléchir sur la vie humaine, mais aussi sur le monde qui l'entoure, parce que la vie fait partie du monde, mais réfléchir de façon rationnelle, et pour essayer d'être heureux, ou en tout cas d'être le plus heureux qu'on peut. Et au fond, ce que je crois, c'est que c'est justement parce que le bonheur est le but de la philosophie qu'on a d'autant plus besoin de philosopher qu'on est moins heureux, en vérité. Autrement dit, il y a des gens, si vous voulez, qui sont tellement doués pour la vie et pour le bonheur qu'à la limite, ils peuvent se passer de philosophie. Ceux qui se réveillent tous les matins de bonne humeur, qui trouvent que tout va bien, que la vie est merveilleuse, au fond, j'ai envie de leur dire, très bien, continuez. Alors, je les pousserai quand même à philosopher pour peut-être essayer d'être plus intelligents, parce que philosopher, ça sert même à mieux comprendre ce bonheur. Mais à la limite, ils peuvent s'en passer. Alors qu'au contraire, ceux, et je suis plutôt de ce côté-là, qui ne se réveillent pas spontanément toujours gais, qui sont souvent plutôt sombres, plutôt angoissés. Je l'étais bien davantage quand j'ai commencé à philosopher qu'aujourd'hui. Moi, j'ai dû faire beaucoup de philosophie, pour trouver la vie simplement supportable. Au fond, pourquoi est-ce que j'ai fait de la philosophie? Parce que j'étais davantage doué pour la pensée que pour la vie, si vous voulez. Et voilà, dès lors que j'ai cru que j'étais davantage doué pour la pensée que pour la vie, il était normal de mettre ma puissance de pensée au service de ma faiblesse de vivre, si j'ose dire. Et ça, c'est exactement philosopher. Vous en parlez comme d'une analyse ? Oui, à ceci près que l'analyse travaille sur l'inconscient et que la philosophie travaille sur le conscient, donc l'un ne remplace pas l'autre. À ceci près que l'analyse procède par association libre et surtout pas par raisonnement. La philosophie, c'est le contraire, ça procède par raisonnement. La philosophie n'est pas une psychanalyse, ça n'est pas une thérapie. Et d'ailleurs, je crois qu'on ne peut vraiment philosopher qu'à la condition de n'être pas trop malade. C'est pourquoi je dis souvent, parce qu'on m'interroge très souvent sur le rapport entre la psychanalyse ou la psychothérapie d'une part et la philosophie d'autre part, j'ai coutume de répondre que la philosophie commence là où la psychanalyse s'arrête. Parce que quand on est vraiment malade ou tellement névrosé, tellement mal dans sa peau, qu'on ne peut même plus raisonner ou qu'on ne peut plus servir de la pensée rationnelle pour gouverner sa vie, alors là, on a besoin effectivement d'une thérapie. Mais la thérapie ne suffit pas au bonheur. Vous savez, c'est cette très belle formule de Freud. Freud écrit quelque part, la psychanalyse, ça ne sert pas à être heureux. Ça sert à passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. Et j'aime beaucoup cette formule, mais il faudrait tout ignorer de la souffrance névrotique pour ne pas voir le considérable progrès que c'est que de passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. Autrement dit, ça, c'est l'utilité de la psychanalyse, c'est l'utilité des psychothérapies, plus généralement. Mais la question, bien sûr, c'est bon, une fois qu'on est arrivé au malheur banal, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la philosophie, bien sûr, pour essayer de passer cette fois du malheur banal au bonheur. Alors, dans mon introduction, je disais que vous aviez remis la recherche de la sagesse au goût du jour, et à un moment où l'écriture vous titillait avant même la philosophie, vous avez écrit une nouvelle
courtissime d'une phrase qui disait, tout à la fin de sa vie, le sage comprit que la sagesse non plus n'avait pas d'importance. Pourquoi est-ce que la sagesse, c'est un rêve de philosophe ? Ça, c'est une vraie question, peut-être parce qu'ils appellent sagesse ce que serait au fond une vie réussie. Alors c'est quoi la sagesse pour les philosophes ? Je crois qu'il y a deux caractéristiques. La première, bien sûr, c'est le bonheur. Le sage est censé être heureux. Mais tout homme heureux n'est pas forcément un sage, parce qu'il y a des bonheurs qui peuvent être obtenus à coups de drogue, d'illusions. On parle des fois d'imbécile heureux. Celui qui est heureux parce qu'il se raconte des histoires, celui qui est heureux parce qu'il oublie qu'il va mourir, celui qui est heureux parce qu'il est bourré d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et d'euphorisants, personne n'appellera ça un sage. Si bien que oui, le sage se reconnaît au bonheur, d'une part, mais d'autre part... à la vérité. Au fond, la meilleure définition de la sagesse est celle que donnait saint Augustin, il appelle ça la béatitude, mais au fond, ça revient au même, c'est le bonheur dans la vérité. Dans le plus de vérité possible. La vérité absolue, on ne la connaît jamais absolument, mais disons que c'est un vrai bonheur. Non pas un bonheur obtenu à coup de drogue ou d'illusion ou de divertissement, comme dirait Pascal. Le bonheur dans la vérité, autrement dit, et c'est la définition que je donne moi de la sagesse, c'est le maximum de bonheur dans le maximum de lucidité. Autrement dit, le philosophe, il a deux buts finalement. Le bonheur, la vérité, et la rencontre des deux, quand il l'imagine, quand il la conçoit, parfois quand il l'expérimente, c'est ce qu'il appelle la sagesse. Et vous en êtes où, vous, sur ce chemin du bonheur, de la vérité et donc de la sagesse ? J'en suis assez avancé pour comprendre que cet idéal n'est qu'un rêve, bien sûr. C'est-à-dire que le propre des sages, des vrais sages, c'est de comprendre que la sagesse n'existe pas, évidemment. Et c'est pourquoi Montaigne, pour moi, est un vrai sage, justement parce qu'il ne prétend pas en être un. Et non seulement il ne prétend pas en être un, mais il a clairement renoncé à en être un. Autrement dit, si on entend par sage, un peu comme faisaient les stoïciens et les épicuriens aussi, d'une autre façon dans l'Antiquité, celui qui serait toujours heureux quoi qu'il arrive, c'est un rêve de philosophe, pour le coup. Et ça prouve qu'on manque de lucidité. Si bien que plus on avance dans la philosophie, moins on y croit. Et moi, au fond, les philosophes qui me plaisent, c'est ce que dit Pascal, hein. Se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher. Les philosophes qui me plaisent vraiment sont des philosophes qui ne croient pas en la philosophie. Montaigne, Pascal, Nietzsche, Wittgenstein, si vous voulez, me plaisent beaucoup mieux que des philosophes qui prennent la philosophie tellement au sérieux qu'ils sont dupes des illusions qu'ils se font sur elle. Donc vous êtes revenu de la philosophie, de votre discipline finalement. Oui, mais à ceci près qu'au fond, je ne l'en aime que plus, à ceci près que je ne l'en aime... Moi, je dirais que c'est un lapsus. Hein, oui, c'est un lapsus, parce que les deux doivent être vrais, effectivement. J'en suis revenu au sens où j'ai moins d'illusions sur elle qu'à 18 ou 19 ans, et en même temps, je ne l'en aime que plus parce que elle est plus humaine comme ça, elle est plus proche de ce qu'est vraiment la vie des hommes et des femmes, c'est-à-dire le rêve d'un bonheur absolu, de ce que j'appelle la félicité, n'est qu'un rêve. Et on ne peut entreprendre d'être à peu près heureux que dans la mesure où l'on a renoncé au bonheur absolu. Et bien de même, on ne peut se rapprocher d'une forme de sagesse, une sagesse à la Montaigne, une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, que dans la mesure où l'on a cessé de croire en une sagesse absolue. On ne peut philosopher pour de bon, comme disait Épicure, que dans la mesure où l'on ne croit plus tout à fait à la philosophie. Parce qu'à l'inverse, un philosophe qui croit à la philosophie comme d'autres croient en Dieu, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre sur cette discipline s'il n'en a pas perçu lui-même la part de vanité? Parce qu'il y a évidemment de la vanité dans la philosophie, comme il y a de la vanité dans toute activité humaine. Mais je dirais la même chose de la musique. Un musicien qui croit à la musique, ou un écrivain qui croit à la littérature, qui n'a pas traversé la vanité de sa propre discipline, par définition, est moins important que le musicien ou l'écrivain qui a fait ce chemin-là, qui a compris la vanité de ce qu'il fait, et qu'il n'en aime pas moins pour autant. Moi, mon idée, c'est que Mozart ne croyait pas en la musique. Et c'est pourquoi sa musique est tellement bouleversante. J'aime les poètes comme Jules Laforgue, qui d'évidence ne croyait pas en la poésie. Et la poésie de Laforgue, du coup, me touche beaucoup plus que celle de tel ou tel poète grandiloquent qui a la religion de la poésie. Au fond, je me méfie de toutes les idoles.
et je crois que pour beaucoup de philosophes, la sagesse et la philosophie sont des idoles, et qu'un philosophe, encore une fois, qui manque de lucidité sur ce qu'il fait, a moins à nous apprendre qu'un philosophe plus lucide. C'est parce que Montaigne et Pascal ne croient pas en la philosophie qu'ils font partie des plus grands philosophes de tous les temps.